Les années 40. Théâtre du deuxième conflit mondial. L'armée du Troisième Reich défile sur les Champs-Élysées. Les Japonais attaquent Pearl Harbor. Le ghetto de Varsovie tombe aux mains des Allemands. Le 4 février 1945, à Yalta, Roosevelt, Churchill et Staline préparent le nouvel ordre mondial. Le 6 août de la même année, Nagasaki et Hiroshima découvrent l'horreur de l'atome. Les années 40 sont les années politiques qui préparent le monde à mieux vivre son XXe siècle. Drôle d'époque. L'art et la culture deviennent plus engagés et plus militants. Le romantisme est loin, le néo-réalisme pas encore né. Marcel Carné achève le tournage des Enfants du Paradis. Saint-Exupéry publie Le Petit Prince, Jean Cocteau, Les Enfants Terribles. Mais les poètes ne suffisent pas à soulager le monde. Et le 31 décembre 1941, Greta Garbo décide de quitter définitivement le cinéma. Lorsque le prodigieux Orson Welles tombe amoureux de la belle Rita Hayworth, on voit enfin s'ébaucher comme un conte de fées. La réalité sera toute différente et leur union signa la chute d'un Pygmalion qui osa démystifier sa Galatée. Orson Welles est né le 6 mai 1915 dans le Wisconsin. Sa mère disparaît alors qu'il a 8 ans et il en aura 14 lors de la mort de son père, un inventeur un peu fou. Le docteur Bernstein, son tuteur, lui offre un théâtre de marionnettes et lui fait étudier le dessin et la peinture. Il est doué, très doué. Il interprète son premier rôle au théâtre à 10 ans, on le voit comme un petit prodige, et on le traite déjà comme un adulte. Mais son enfance ne veut pas mourir et se rappellera à lui toute sa vie. Il part étudier à Dublin, en Irlande, joue à l'Abbey Theatre et emporte un grand succès. De retour aux USA, il tente sa chance jusqu'à sa rencontre avec Catherine Cornell, la grande actrice de théâtre qui l'engage. Il devient père d'une petite Christopher avec l'actrice Virginia Nicholson, actrice dans son premier court-métrage, The Heart of Age, où l'on sent l'esprit surréaliste du Sang d'un poète de Jean Cocteau. En 1936, au sortir de cet apprentissage, il crée sa propre compagnie, le Mercury Theatre. Il veut devenir acteur et passe plusieurs castings, mais devra attendre avant de pouvoir jouer pour les autres devant une caméra. Il travaille à la radio pour l'émission March of Time. Le 30 octobre 1938, il réalise sa célèbre émission La Guerre des mondes. Nous n'aurions jamais pensé que cet épisode diffusé sur les ondes aurait un tel impact. Nous assistions à une véritable émeute. La plupart des auditeurs avaient été convaincus par notre manière de raconter l'invasion des Martiens. Avec le recul, je dois admettre que je m'en suis un peu voulu. J'en parlerai d'ailleurs à H.G. Wells, l'auteur, des années plus tard. Cette émission fut le tremplin qui me projeta réellement dans le show business. Hollywood m'ouvre ses portes et déroule le tapis rouge. Je suis déjà connu et je n'ai même pas 25 ans. Je suis perçu comme un extraterrestre. Un extraterrestre qui a du génie, mais un génie qui vient d'une autre planète. Je décroche un contrat unique dans les annales du cinéma avec la RKO. Un salaire de 150 000 $, aucun droit de regard de la production, aucun commentaire avant la livraison du film et une totale liberté d'action.
Citizen Kane se profile à l'horizon. Un film apparemment basé sur l'enquête d'un journaliste qui va essayer de dévoiler et de comprendre la vie d'un richissime industriel. Je choisis l'ensemble de mes collaborateurs. Mankiewicz pour le scénario, mes associés du Mercury Theatre, Cotten et Moorhead pour les rôles principaux. Nous sommes en 1940. Le tournage va durer 15 semaines. Le montage et la post-production dureront 3 mois. William Randolph Hearst, le magnat de la presse, se reconnaît dans le portrait vitriolé de Charles Foster Kane. Il exige la mise au banc de ce film qui le ridiculise. Il va tenter de le racheter aux producteurs qui refusent. Hélas pour eux, à l'époque, le film fait un bide retentissant, tant au niveau des critiques que du public. Cet échec me poursuivra toute ma vie, et malgré le succès qu'il obtiendra plus tard, il est classé depuis plus de 20 ans comme l'un des 10 meilleurs films du monde, il ne sera que le reflet de mes échecs professionnels et affectifs répétés. Il disait haïr les femmes, mais ne savait pas s'en passer. Il n'a jamais vraiment trouvé un sens à sa vie et était en perpétuelle quête. Le cinéma et la vie, tel un jeu de miroir. Wells est atypique, hors de son temps et de son époque. C'est un artiste de la Renaissance, pas un serviteur zélé du cinéma. Il ne respecte pas les codes et les rituels de son milieu. Ses héros sont tous dans des positions de faiblesse et de déclin, habitant de somptueuses demeures, des mondes privés et imaginaires où ils vivent repliés sur eux-mêmes pour fuir le chaos du présent et de la réalité. Et c'est cet enfant prodige, rejeté par ses pères, exilé au Mexique, qui va tomber fou amoureux de la belle Rita Hayworth en la découvrant dans le magazine Life du 11 août 1941. Un frère et une sœur danseurs d'origine espagnole, les Cancino, se produisent avec succès aux côtés de Fred et Adele Astaire. Un jour, Eduardo Cancino rencontre Volga Hayworth et un 17 octobre 1917, ils ont une fille, moi, Margarita Carmen Cancino. Sur les traces de mon père, je monte dès 4 ans sur scène. En classe, je suis une élève moyenne, mais je possède un véritable don pour la danse. Papa décide de remonter son ancien numéro et me choisit comme partenaire. Nous parcourons la Californie à la recherche de cachets et atterrissons un jour à Tijuana, la ville du péché, à la frontière mexicaine. Papa, un peu alcoolique et violent, finit par abuser de moi. Je ne guérirai jamais de cet amour incestueux et reproduirai ce schéma de maître et d'élève avec tous mes amants. Ma route croise celle d'un soi-disant milliardaire de 20 ans, mon aîné, Edward Judson, qui me prend en charge. Il me transforme selon les critères de Hollywood. Corps, visage, cheveux. Je suis métamorphosée. Il me faudra du temps pour accepter cette nouvelle image. Décidément, ma personnalité ne sera jamais en phase avec mon corps. Tout est prêt pour lancer la nouvelle vampe latine. La flamboyante Rita Hayworth est née. Elle, qui ne cherche qu'à plaire à son nouveau protecteur, se laisse conduire à l'échafaud. Elle travaille pour Harry Cohn, le grand patron de la Columbia, qui en est fou amoureux. Rita enchaîne film sur film. Seuls les anges ont des ailes, sous la direction de Howard Hawks. Arène sanglante de Ruben Mamoulian, où elle tient le rôle occupé jadis par Nita Naldi, aux côtés de Rudolph Valentino.
22 mai 1942, elle rencontre Victor Mature lors du tournage de Mon amie Sally. C'est le coup de foudre, elle quitte son mari milliardaire. C'est là qu'Orson Welles tombe sur sa photo dans Life. Victor Mature sera vite oublié. Je me suis souvent demandé ce que Welles a vu en moi, ce qui l'a attiré. Il a côtoyé des nombreuses femmes, belles, très belles et surtout intelligentes. Pourquoi m'avoir choisi? Je sentais que sous l'exubérante actrice se cachait une créature tendre et douce. Une véritable femme, quoi. Je racontais partout que j'allais épouser Rita. Elle refusait de répondre à mes appels, et ce petit jeu dura près d'1 mois. Je faisais tout pour la séduire. Devant mon insistance, elle finit par m'accorder une entrevue. Rita venait de divorcer et je vivais alors avec la voluptueuse Dolores del Rio, que je quittais afin de m'installer avec ma nouvelle conquête. Rita venait de trouver un protecteur différent de ceux qu'elle fréquentait d'habitude. Welles l'impliquait beaucoup dans son travail et la présentait à ses amis. Un jour, il lui proposa de travailler dans un spectacle intitulé The Mercury Wonder Show. Ce retour aux sources du music-hall trouva une résonance chez Rita, qui se sentit tout de suite à l'aise. La belle s'épanouissait et Welles rayonnait. Jusqu'au jour où Harry Cohn m'ordonna d'abandonner toute collaboration avec mon mari. Le choc fut rude. Cette tension me rendait irritable et je devenais jalouse. Pour me sécuriser davantage, Orson me demanda en mariage. Les victimes d'inceste abandonnées par leur mère et trahies par leur père redoutent inconsciemment la reproduction de ce schéma et ont beaucoup de mal à s'engager et à construire une relation stable. Welles n'allait pas tarder à réaliser l'étendue de son erreur. Ils se marièrent le 7 septembre 1943 à Santa Monica. Orson, attiré par la politique, travaillait à la réélection du président Roosevelt. L'éloignement de son mari rendit de nouveau Rita jalouse, et le fait qu'elle fût enceinte ne suffisait pas à la tranquilliser. Rebecca naquit le 17 décembre 1944. Rita découvrit les plaisirs de devenir mère et plaçait beaucoup d'espoir dans cette petite fille qui lui permettrait enfin de fonder une famille. Rebecca, il m'en aura fallu du temps pour réaliser que j'aurais pu être un autre père pour toi. Nous en aurons mis du temps avant de pouvoir faire un bout de chemin ensemble. Mais tu sais, un nouveau monde s'ouvrait à moi et je pensais avoir choisi la bonne route. Mon erreur me sautera aux yeux des années plus tard. Mais à cette époque, ta mère et moi n'étions pas disponibles l'un pour l'autre. D'un commun accord, nous nous sommes immergés dans le travail. Je réalisais Le Criminel, Rita tourna Gilda. There never was a woman like Gilda, or a picture like Gilda. Columbia's outstanding screen triumph, starring Rita Hayworth, with Glenn Ford. I hate you too, Johnny. I hate you so much that I think I'm going to die from it. Darling. Gilda, inflaming men's hearts with a kiss or a song. Put the blame on Mame, boy. Put the blame on Mame. One night she started to shim and shake. That brought on the Frisco quake. Make her stop. What do you mean by it? Now they all know what I am. And that should make you happy, Johnny. It's no use just you knowing it, Johnny. Now they all know that the mighty Johnny Farrell got taken. And that he married... Le Criminel, un film prémonitoire qui raconte l'histoire d'un secret dévoilé. Un ancien nazi, traqué,
sent petit à petit l'étau se resserrer sur lui. Comme dans tous mes autres films, le personnage principal finit par oublier sa véritable nature et se trouve confronté à son double qu'il croyait avoir enfoui au fond de lui. L'illusion, la manipulation, le mensonge et le temps sont autant d'ingrédients que je mélangeais dans ce film où Edward J. Robinson incarne l'ange de la mort. Je comprendrai des années plus tard l'incroyable proximité des fondamentaux de ce film avec ma vie personnelle. Même au royaume des aveugles, les borgnes peuvent trébucher. À la fin du tournage, il ne revint pas à la maison. C'en fut trop pour Rita, qui décida d'entamer une procédure de divorce. Paradoxalement, c'est à ce moment qu'Harry Cohn proposa à Wells de faire tourner Hayworth. La Dame de Shanghai voit le jour. Ce film sera le seul témoin de leur travail en commun. La Dame de Shanghai est un des meilleurs films noirs jamais réalisés, malgré l'accueil réservé du public qui ne comprenait pas le cynisme de l'héroïne et la transformation physique de Rita dont je coupais les cheveux après l'avoir teinte en blonde. Harry Cohn, furieux après avoir visionné les rushs, fit retourner des scènes où l'on pouvait voir sa star en gros plan. Les raccords furent rajoutés lors du nouveau montage et donnent au film un aspect kitsch qui était loin de ce que je souhaitais faire. Ce film est intéressant par les messages biographiques que Wells nous propose. Au début, dans la scène où les voleurs interviennent, Elsa est sauvée par le jeune aventurier avant que le viol ait lieu. Le lien entre Rita et Elsa est évident. Ce sont toutes deux des filles paumées qui ont épousé un homme plus âgé qui menace de les faire chanter. Lorsque le jeune aventurier, joué par Wells, propose à Elsa de partir pour fuir les espions qui la persécutent, on pense à Harry Cohn et à sa cabale contre Hayworth. Et puis cette réplique où elle dit « Tu ne sais même pas prendre soin de toi-même, comment pourrais-tu t'occuper de moi ?» nous renvoie à leur propre vécu et à l'incapacité de Wells à s'occuper d'elle. Comme avec les autres, ma vie avec Orson se dégrade. Je me sens de nouveau en déséquilibre et cherche ailleurs ce que je ne trouve pas chez moi. Deux aventures sans lendemain avec le chef d'orchestre Teddy Stauffer et l'acteur David Niven servent de prélude à ma rencontre avec Ali Khan, le fils de l'Aga Khan, grand amateur de femmes et riche célibataire. Ali, comme tous les autres, est amoureux de Gilda et ne me connaît pas encore. Après plusieurs mois de cours acharnés, j'accepte de l'épouser. Arrive une petite princesse, Yasmina. Mais je ne supporte plus la vie de mon mari séducteur, qui continue à courtiser d'autres femmes et ne m'offre pas la vie de famille tranquille dont je rêve. Après l'échec de la Dame de Shanghai et 10 ans de purgatoire, Hollywood pense que l'enfant terrible des années 40 s'est assagi et lui offre 2 rôles majeurs dans Le Salaire du diable de Jack Arnold et Les Feux de l'été de Martin Ritt. The third man, hated by 1,000 men, Desired by one woman. Arrive Le troisième homme de Carol Reed, dont l'ambiance est typiquement wellsienne. the third man. Charlton Heston, grand admirateur de l'œuvre de Wells,
oblige les studios Universal à le prendre comme réalisateur pour La Soif du mal. Wells adapte un roman policier mineur et en fait une œuvre baroque, une véritable tragédie shakespearienne. Starring this outstanding cast: Charlton Heston, Janet Leigh, Orson Welles. You framed that boy. Framed him! Le film met en avant les thèmes qui lui sont chers: la manipulation, la corruption, le mensonge et le pouvoir. Ce film deviendra un des films de référence du cinéma noir des années 60. Sa carrière connaît des hauts et des bas, mais il continue à créer. Rita, au contraire, s'enfonce doucement dans la folie, et ses rares comebacks sont tous des échecs. Je rencontre Dick Haymes, un crooner au passé trouble, qui me prend sous son aile. Nous vivons un enfer. La Columbia nous attaque pour rupture de contrat. Mon ex-mari veut obtenir le divorce. Le FBI m'inculpe pour escroquerie. C'en était trop. Je craquais et quittais définitivement Dick pour tomber dans les bras du producteur Jim Hill. Nous divorcerons très vite. Et je resterai finalement seule. Tout le monde mettra plus tard sur le compte de l'alcool, le comportement asocial et violent, ainsi que les pertes de mémoire de la star. C'est dans les années 70 que l'on découvrira l'origine de son mal, la maladie d'Alzheimer. Le 23 juillet 1981, un jugement plaça Rita Hayworth sous la tutelle de sa fille, Yasmina. Elle meurt 6 ans plus tard, le 14 mai 1987. Orson Welles, devenant au fur et à mesure de sa vieillesse l'enfant qu'il n'avait jamais été, se lançait dans les projets sans fin. Il jouait pour les autres afin de travailler sur ses œuvres. Il reçut enfin, suprême ironie, la reconnaissance de ses pairs qui ne lui ont jamais pardonné son talent et sa créativité. The American Film Institute lui rendit hommage en 1975. Quelques mots mis bout à bout nous font entrevoir l'homme qu'il fut, un peu comme si on jetait un coup d'œil par l'embrasure d'une porte avant qu'elle ne se referme à tout jamais. C'est un géant au regard enfantin, un arbre bourré d'oiseaux et d'ombres, un paresseux actif et un fou sage, une solitude entourée d'hommes, un stratège qui fait semblant d'être ivre quand il veut qu'on lui foute la paix.